Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les grandes avancées de la détection satellitaire pour la surveillance des lacs. Et donc, on a préparé ces slides avec Nathalie Reynaud qui est présente ici. Et comme on vient de le voir avec Pascal, hein, vous avez bien retenu les chiffres. Mais il y a un très grand nombre de plans d'eau à documenter. Et la télédétection qui apporte une information homogène sur de grandes surfaces. Et vraiment une information intéressante pour caractériser les trajectoires environnementales de ces écosystèmes. Et puis les avantages aussi de la télédétection, hein, comme vous pouvez voir sur cette diapositive. Là, normalement, on devrait avoir une vidéo qui ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. C'est qu'elle apporte une vision synoptique du système, ce qui permet de mieux appréhender le fonctionnement dans l'espace. Et comme l'a dit aussi Pascal, c'est qu'aujourd'hui, on a une fréquence de revisite avec le satellite qui nous permet vraiment d'étudier les dynamiques de ces écosystèmes, et cela sur des tailles de systèmes de plus en plus petites. Donc sur quel satellite on va s'appuyer pour pouvoir extraire, pour pouvoir caractériser ces trajectoires environnementales? Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapositive, hein. C'est juste pour vous dire, pour passer le message, qu'il y a un grand nombre de satellites. Voilà, et ce nombre de satellites ne cesse d'augmenter. Ces satellites, ils embarquent toujours des capteurs de plus en plus performants en termes de résolution spatiale, de résolution temporelle, de résolution spectrale. Donc c'est pour ça qu'on mise sur la télédétection. Dans le futur, elle sera beaucoup plus précise, mais au niveau du pôle éclat, on s'est vraiment attaché à s'intéresser en fait à l'exploitation de l'archive Landsat, ce qui nous permet en fait de remonter dans le temps et de pouvoir suivre l'évolution des dynamiques et notamment biologiques, hein, grâce à l'aide de l'information satellitaire. On s'est intéressé aussi à l'utilisation de l'imagerie Sentinelle-2, bien évidemment, une image tous les 5 jours, une résolution spatiale à 10 mètres, et aussi à la très haute résolution spatiale. Donc la très haute résolution spatiale, c'est des images inférieures à 5 mètres de résolution, notamment au travers de Spot7 et de Pléiades. Donc, sur quels paramètres écologiques on a travaillé au niveau du pôle éclat? Donc, au niveau du pôle, on a eu une stratégie en fait d'étudier les paramètres environnementaux sur l'ensemble des échelles de fonctionnement de l'écosystème lacustre. Donc, à l'échelle de la masse d'eau, à l'échelle du corridor radial et puis à l'échelle du bassin versant. Mais les grandes avancées ces dernières années se sont faites vraiment à l'échelle de la masse d'eau et notamment sur les paramètres suivis dans le cadre de la directive européenne sur l'eau. Donc on n'est pas tout seul pour avancer sur ce vaste sujet. On a des fortes collaborations avec les laboratoires scientifiques, aussi bien en télédétection, hein, aussi bien nos collègues sur le marin que sur les systèmes continentaux, parce qu'on est sur la même physique. On travaille aussi, on a des fortes connexions avec les sociétés privées qui sont montées en puissance ces dernières années sur ces sujets. On est aussi en lien avec nos collègues qui travaillent sur ces écosystèmes et qui ont un intérêt pour cette information. Bien évidemment, on travaille aussi avec les acteurs du spatial, hein, comme le CNES ou TEIA. Voilà, on est investi dans les centres d'expertise scientifique, que ce soit pour la température, que ce soit pour les superficies, mais aussi pour la couleur de l'eau. Donc ça, c'est un centre d'expertise qu'on pilote au niveau du pôle éclat. Et puis en lien avec les acteurs et les gestionnaires. Donc quels sont les paramètres qui sont produits actuellement à l'échelle de la masse d'eau au niveau national? Donc très vite au pôle, on s'est attaqué en fait à la température, qui est un paramètre clé du fonctionnement des écosystèmes lacustres. Donc aujourd'hui, on produit la température de peau, donc c'est le premier micromètre de la température de surface. On a montré que c'est un très bon proxy en fait de la température de surface. À partir des images infrarouges thermiques Landsat, sur l'ensemble des missions, c'est pour ça qu'on a de l'information de 1984 jusqu'à nos jours. Les produits sont fournis à 30 mètres de résolution spatiale, mais attention, l'information qui est captée nativement par le satellite est entre 90 et 120 mètres en fonction de la mission. On a une fréquence de revisite tous les 7 jours, que vous aurez pu voir si on avait une belle animation sur cette slide. Et vous verrez que justement, il y a cette fréquence de revisite tous les 7 jours. En fait, il y a des moments où on n'a pas d'information, mais tout simplement parce qu'on a des nuages. On a validé cette information, on a une précision de plus ou moins 2 degrés, ce qui est conforme à ce qu'on observe à la littérature.
Donc là, au niveau du pôle, le travail qui a été fait, vraiment c'est un travail de développement, hein, parce qu'il existait déjà des algos performants dans la littérature. Donc on a juste voilà, identifié les algos, comparé les algos et opérationnaliser la chaîne de traitement pour pouvoir avoir cette production à l'échelle nationale. Bon, vous le verrez, cette information elle est utilisée chez nous notamment pour contraindre les modèles thermodynamiques. Donc on couple à la fois les données in situ, les données satellitaires, pour simuler les trajectoires de température de surface et les températures du polygnon. Vous en saurez plus demain. Les paramètres de la qualité de l'eau. Donc ces paramètres de la qualité de l'eau, ils sont dérivés à partir de la couleur de l'eau, c'est grandeur physique, hein, la lumière qui sort de l'eau. Cette lumière qui sort de l'eau, elle dépend en fait de la nature, de la concentration des matières colorées qu'on a dans l'eau. Et on peut en déduire comme ça les paramètres de la transparence, les différentes concentrations en pigments, comme la concentration de chlorophylle, les matières en suspension, etc. Mais là, contrairement à la température, on a dû faire face à différents verrous méthodologiques. Et notamment, on s'est attaqué à un premier défi au niveau du pôle éclat, c'est de corriger, d'améliorer les corrections en fait, des effets atmosphériques, donc des effets en fait, des molécules et des aérosols, et aussi des effets de la réflexion du ciel et du soleil qu'on a à la surface de l'eau, qui viennent en fait polluer cette couleur de l'eau, donc ce signal qui sort de l'eau, dont on a besoin pour extraire les différents paramètres de qualité. Donc ça a été le travail chez nous, un postdoc de Tristan Armel, qui a développé un algorithme qui est nommé GRS, voilà, et qui permet automatiquement d'appliquer ces corrections et en améliorer significativement en fait, l'estimation de cette lumière qui sort de l'eau, qui est importante pour dériver les différents paramètres de qualité. Voilà, on a participé aussi à des exercices d'intercomparaison, hein, notamment Tristan, au niveau international. Et je vous ai mis ce slide hein, juste pour vous passer le message qu'en fait il reste pas mal de progrès à faire encore sur ce sujet. On s'est amélioré, mais il reste encore pas mal de progrès. Les meilleurs algorithmes donnent entre 15 et 30% d'erreurs, et on a des erreurs notamment importantes sur des bandes d'intérêt comme la bande bleue. Il n'y a encore aucun algorithme qui sort du lot. Les performances sont différentes en fonction de la bande et du type de couleur d'eau qu'on étudie. Juste pour montrer aussi, j'en ai pas parlé, il y a aussi des forts effets d'environnement qui se rajoutent à ces effets atmosphériques. Et là, je vous l'illustre, hein, que ces effets ont un impact. Donc là, c'est un cas d'étude en fait, sur les gravières, hein, dans la région de Toulouse, où on a estimé en fait, la transparence. Et on voit que lorsqu'on prend toutes les match-ups, donc les match-ups, c'est les données synchrones entre données in situ et données satellitaires, on arrive en fait à une précision de presque 1 mètre sur la transparence. Mais dès qu'on travaille en fait sur un jeu de données où on est absent d'image sur la scène, donc là où on va diminuer ces effets atmosphériques et ces effets adjacents, on améliore considérablement cette précision. Donc il y a encore vraiment du travail pour corriger ces effets-là, et pour qu'on soit plus efficace lorsqu'on a des images polluées par ces effets. Donc le deuxième défi, ça a été de gagner en efficacité et en généricité sur les algorithmes de la couleur de l'eau. Donc on est dans un domaine sur les surfaces continentales qu'on appelle eau complexe. On a de nombreux algorithmes qui existent, allant des approches déterministes à des approches empiriques. Et pour pouvoir progresser en fait, sur ce sujet, on a eu un travail en 3 volets. Donc un premier volet où le travail a été d'identifier, un gros travail d'identification dans la littérature des algorithmes existants pour dériver la transparence et aussi la chlorophylle A, le développement informatique bien évidemment de ces algorithmes, et puis une comparaison de l'ensemble de ces algorithmes. Donc ça a été le travail de postdoc de Guillaume Morin, et ce travail nous a permis d'identifier les algorithmes les plus performants en fonction du type optique de la masse d'eau étudiée. Le deuxième volet, pour pouvoir justement caler l'ensemble de ces algorithmes, il nous faut une information en fait in situ qui est nécessaire, ce sont les propriétés optiques de l'eau, et cela sur la diversité des types optiques qu'on rencontre sur le territoire. Donc là aussi c'est un vaste chantier, un sujet de recherche, hein, encore dans la littérature, et on s'est impliqué dans ce sujet, ce qui nous a permis de mettre en place un protocole robuste de suivi de ces propriétés optiques pour nos besoins de recherche, et aussi le développement d'un dispositif qui est facilement déployable sur le terrain, à coût réduit, et qui
qui permet de mesurer notamment cette fameuse lumière qui sort de l'eau dans des conditions géométriques optimales. Donc cette bouée optique qui est nommée Lake Skywater, ça a été un des axes de travail de la thèse d'Arthur Coquet. Et ensuite, le troisième volet, là je vais plus rapidement, c'est juste qu'on a voulu rassembler, consolider l'ensemble des développements informatiques qu'on a fait. Donc on l'a fait dans le logiciel qu'on a nommé 6PO, et ce qui nous permet aussi de mieux partager cette connaissance avec l'ensemble de la communauté. Donc grâce à ces différentes avancées qu'on a pu mener au pôle, on a la capacité aujourd'hui, alors Pascal en a parlé, de pouvoir produire cette information au niveau national. Donc ça c'est le projet qui est porté par Magellan et qui est financé par France 2030. Où là normalement aussi on avait une jolie vidéo qui vous présentait la future interface. Vous pouvez accéder en fait à toute cette information et vous retrouvez les produits justement de la transparence, de la chlorophylle et aussi la température, on va intégrer la température. Voilà. Donc on est passé à l'échelle aussi pour les paramètres de la qualité de l'eau. Alors l'hydrologie très rapidement, puisque Pascal en a déjà parlé. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que nous, au niveau du pôle, on s'était intéressé très rapidement à cette question du marnage. Et on avait déjà montré sur un article en 2015 qu'on avait une relation justement entre l'évolution de la superficie et les évolutions de hauteur. Et on avait fait ça avec la très haute résolution spatiale. Et on a fait une analyse de la sensibilité de cette approche par rapport à la résolution spatiale. On était en 2015, donc Sentinel 1 et 2 n'étaient pas encore sortis. Et on avait vu qu'on ne dégradait pas en fait l'estimation, même avec 10 mètres de résolution spatiale. Donc il y avait vraiment un intérêt à utiliser cette approche pour suivre le marnage. Et du coup, là c'est plutôt le CNES qui s'en est chargé, notamment le centre d'expertise sur les superficies, sur la cartographie des superficies en eau, qui ont mis en place la méthode et qui l'ont opérationnalisée sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, ces produits sont disponibles dans l'interface du CNES TEIA HydroWeb Next, où vous pouvez justement télécharger les masques terre-eau à 10 mètres de résolution spatiale, donc à partir de Sentinel 2. On a une information de 2016 à nos jours, une fréquence de résiste à 5 jours, et une précision, une erreur relative de 13%. Donc là aussi, Pascal en a parlé, on peut coupler cette information avec la bathymétrie des plans d'eau et en faire une estimation de l'eau. Sur ce sujet, là aussi, c'est une nouvelle information, donc ça c'est un message que je vous passe, mais on va pouvoir aussi progresser en termes de précision. Donc là, avec l'altimètre SWOT, on va pouvoir mesurer en fait des précisions à, j'ai pas mis la précision, mais du coup on sert vraiment décimétrique des hauteurs d'eau. Voilà, donc sur des fleuves supérieurs à 5 mètres et des lacs supérieurs à 5 hectares. Donc sur le volet hydrologie, donc on a vu qu'avec l'INPE, en fait, il y avait beaucoup de masses d'eau, mais en fait, il en manquait. Il manquait beaucoup de mares, ce qu'on appelle les mares d'altitude, qui ont des forts enjeux de biodiversité et qui sont sensibles aussi au changement climatique. Donc il y a tout un projet, le projet SIMAE sur ce sujet. Il y a une thèse aussi de Marie Lamouille-Herbert sur ce sujet, pour mieux justement documenter le rôle de ces mares d'altitude. Mais avant de les documenter, il fallait savoir combien il y en avait et où elles se situaient. Et donc là, la télédétection nous a permis aussi d'inventorier l'ensemble de ces mares d'altitude. Donc là, c'est à partir des images à très haute résolution spatiale, et notamment des images Spotsit7. On a appliqué cette classification sur le massif alpin et sur le massif des Pyrénées. Et on rajoute encore 26 000 pièces d'eau à l'INPE. Voilà. Juste pour exemple aussi avec la très haute résolution spatiale, donc ça c'est des projets très récents de 2024 là, qu'on va valoriser. Mais là aussi il y a un enjeu fort de biodiversité sur la retenue de petits sauts. On est en train de s'apercevoir, c'est là où il y a la plus grande population de loutres géantes. Et sur ces systèmes-là, on a des troncs émergés, puisque c'est une forêt qui a été ennoyée. Et ces troncs émergés, ils jouent un rôle important en termes de biodiversité. Et là aussi, il nous fallait un moyen de pouvoir les cartographier, les inventorier. Et là aussi, on a utilisé l'imagerie Pléiade à très haute résolution spatiale. Donc ça a été le travail de Charlotte Horn avec nous. Et il y a eu plus de 818 000 troncs émergés qui ont été détectés avec des bonnes performances en termes de précision.
Donc j'en termine. Alors que faut-il retenir? Vous avez une nouvelle information, j'espère que ma présentation vous a montré que vous avez une nouvelle information disponible pour la surveillance et la caractérisation des écosystèmes lacustres. Donc j'ai envie de dire à vous de vous en saisir, de la tester, de voir comment ça complète aussi vos séries de données in situ. Pour pouvoir progresser sur cette télésurveillance, et ça c'est indispensable, on a besoin en fait d'un réseau de surveillance in situ des propriétés optiques de l'eau, voilà, pour améliorer en fait la calibration et la validation de nos algorithmes. On ne pourra pas mener une télésurveillance efficace si on n'a pas à côté ce réseau de surveillance qui représente la diversité des types optiques en France. Et puis se pose la question aussi aujourd'hui de comment consolider et pérenniser la production de cette information. Là, je vous ai montré que oui, c'est bien, il y a cette information qui arrive, mais en fait c'est pas mal d'initiatives de droite à gauche, j'allais dire, pas mal d'initiatives à la fois du CNES, à la fois du ministère, etc. Mais on n'a pas de vision à moyen terme sur une organisation qui pourra garantir la pérennisation de cette formation, et je pense qu'il faudra la construire dans les années à venir. Voilà. Merci de votre attention.